Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et précisément une review sur Sonic 3, le film que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première. Mais pour cette review, je ne serai pas seul, j'ai l'occasion d'avoir un invité d'honneur. Cet invité est mon meilleur ami, qui fait aussi des vidéos sur YouTube ainsi que des TikTok. Je te laisse te présenter. Bonjour, c'est Primo, je me présente, je suis un YouTuber et TikToker, nouveau TikToker en tout cas, et YouTuber depuis très longtemps, mais j'ai eu plusieurs chaînes qui ont été supprimées malheureusement. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter notre avis sur Sonic 3, le film qu'on est allé voir hier. Je tiens aussi à remercier Slashy, qui est désormais le mini-maker de la chaîne. La miniature de cette vidéo sera d'ailleurs la première que vous pourrez voir de lui. D'ailleurs, je tiens à m'excuser avant tout dans cette vidéo, comme ça peut s'entendre, je suis enrhumé, donc voilà, ce sera pas forcément très agréable à entendre. Et sinon, mis à part ça, la review sera full spoil, mais avant tout, on va quand même donner un avis sans spoil global du film. Du coup, vu que t'es l'invité, je te laisse commencer. Donc, par où commencer? Déjà, j'ai trouvé personnellement que les jeux de lumière sur les personnages, surtout au début du film, parce que ça m'a marqué quand même la mise en scène et tout. Ah bon? Ah oui, oui. Bah les non, effets de lumière, la texture de l'eau, enfin... Sur Shadow? Oui, sur Shadow, quand il est dans la cuve au début, c'est pas du spoil, on l'avait vu. Voilà, la texture de l'eau, tout ce qui est visuel, tout ce qui est couleur, l'ambiance aussi, c'est une ambiance plus noire, donc forcément on a un ciel plus sombre, mais les couleurs un peu de Sonic, mais les couleurs un peu qui caractérisent la licence Sonic sont quand même bien vivantes, malgré cet aspect un peu sombre. C'est pour ça d'ailleurs que les couleurs un peu rougeâtres de Shadow ressortent, surtout quand il se barre du laboratoire. L'animation est de toute beauté, comme les deux premiers films Sonic. Et franchement, le rythme du film est bien meilleur, je trouve, que le deuxième. Ça va très vite, on est directement mis dans l'histoire, les scènes d'action, elles sont bien réalisées. Je dirais qu'il y a un petit peu du vide au niveau des péripéties vers la moitié du film. Mais à part ça, franchement, c'est un bon film. Bah du coup, je vais donner mon avis maintenant. C'est globalement le même avis que Primo, sauf que moi, comparé à lui, je suis un fan de Sonic, contrairement à lui qui est un néophyte. C'est justement pour ça que je l'ai ramené avec moi, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un néophyte qui ne connaît rien à Sonic et encore moins à Sonic Adventure 2, et moi qui connais quand même mieux l'univers et le lore. Du coup, oui, je suis globalement d'accord avec lui, c'est le meilleur des trois films. On a un meilleur rythme, une meilleure histoire, une meilleure écriture des personnages, et globalement des meilleures vannes quand même si certaines vannes restent un peu dommages, je trouve. Enfin, pas dommages, mais on sent encore que le public visé est les enfants évidemment. Et donc désormais, après ce petit avis sans spoil, nous allons passer à la grosse partie de la review, qui est la partie full spoil. Partie spoil. Donc bienvenue dans la partie spoil. Si vous êtes ici, c'est qu'on considère que vous avez déjà vu le film, ou que vous en avez rien à faire d'être spoil, auquel cas on va globalement balancer toute l'intrigue du film. Tu veux que je commence ou tu préfères commencer sur... Ouais, je te laisse commencer, t'es expert après tout. Ok, bon bah du coup le film... Enfin il serait bon quand même de résumer le synopsis du film avant pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais qui s'en foutent du spoil. Globalement, Sonic, Tails et Knuckles vont devoir faire face à un nouvel adversaire, Shadow, dont le passé est couvert de mystères vis-à-vis du Gun, l'organisation militaire qui avait déjà... capturer Sonic et Tails dans le second film, et cet adversaire ne sera pas le seul. En effet, les ombres du passé reviennent avec aussi le professeur Gérald de Robotnik, le grand-père d'Eggman. Et donc on nous balance donc ça avec l'introduction de Shadow dès le début. On le voit s'enfuir de Prison Island, qui est donc une zone de Sonic Adventure 2, là où il était aussi enfermé dans les jeux. On le voit donc s'enfuir vers Tokyo, tandis que Sonic, Tails et Knuckles, ainsi que Tom et Maddie, sont en train de fêter l'anniversaire de Sonic sur Terre. Ça donnait une petite vibe Sonic Generation, je trouve, où on voit Sonic fêter son anniversaire, c'était très cool. Les agents du Gun viennent chercher la Team Sonic pour les emmener à Shibuya afin d'essayer d'arrêter Shadow, mais ces derniers n'y arrivent pas et demandent donc des explications au Gun. Voici donc le synopsis du film. Donc déjà, je considère que la réécriture du lore de SA2 est vraiment très cool, parce que de base, Shadow est donc un être artificiellement créé directement par Gérald, alors que cette fois-ci, dans les films, il vient donc d'une météorite qui s'est écrasée sur Terre. Et évidemment, pour les connaisseurs, cette météorite est sûrement un bout de la Black Comet, la comète de Black Doom. Donc on peut potentiellement s'attendre à voir du coup Black Doom ainsi que les Black Arms dans des prochains films Sonic, ou même sûrement une série Shadow, parce qu'après tout, on a déjà eu une série Wade and Knuckles, donc pourquoi pas une série où un autre humain remplace complètement le rôle de Shadow. Ça pourrait être intéressant.
Le problème, c'est que Shadow the Hedgehog est un jeu quand même avec une âme beaucoup plus sombre, entre guillemets, que les jeux Sonic classiques. Donc je sais pas s'ils vont vraiment adapter ça à fond pour les enfants, quoi, parce que ça serait peut-être un peu choquant. Mis à part ça, il n'y a pas que ça en termes de réécriture. Il n'y a pas l'arc dans le film. La base du gun se trouve sur Terre, donc. Et ça, je peux comprendre, c'est sûrement un choix pratique pour éviter d'avoir à animer plusieurs scènes dans l'espace. Et là, on se retrouve directement sur Terre dans une base souterraine. C'est un peu plus réaliste, on va dire, entre guillemets. Ça, plus le fait que quand même, il y a aussi... Du coup, il n'y a pas BioLizard dans le film. BioLizard qui est normalement le prototype de... l'espèce de prototype de Shadow. Mais on le voit quand même faire un petit caméo dans un film style Godzilla que... Maria et Shadow regardent. D'ailleurs, en parlant de Maria, je l'ai trouvée assez touchante, notamment sur le fait qu'au début du film, on la voit jouer Live and Learn à la guitare. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire en sorte que ce thème iconique de la licence soit vraiment le thème de Shadow, parce que du coup, on voit Maria Louis jouer à la guitare au début, et on peut l'entendre plusieurs fois en leitmotiv dans différentes OST mettant Shadow en scène. Vas-y, je te laisse un peu argumenter à ton tour. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film, et d'ailleurs avec la trilogie, c'est qu'on n'avait même pas besoin d'avoir joué au jeu pour trouver le film intéressant. Avoir joué au jeu, sans doute, ça rapporte un peu plus de... Là, t'as les références, quoi, quand t'as joué Exactement, au jeu. du coup, c'est un peu plus kiffant. Mais même un néophyte, même quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, peut facilement s'intégrer dans l'univers et tout simplement aimer le film et profiter sans avoir besoin de comprendre à chaque fois toutes les références par-ci par-là. C'est bonus, c'est anecdotique, c'est pour les fans. Et en même temps, les néophytes ne sont pas délaissés du tout, au contraire. Je trouve que c'est bien raconté. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je trouve aussi que il y a vraiment une bonne réécriture du lore et de l'univers pour justement coller et plaire à un nouveau public, justement. Et là, avec ce film, du coup, les deux premiers étant quand même assez enfantins, là on s'est quand même rapproché d'un ton plus mature. Je pense qu'ils ont conscience quand même du fait que leur public grandit. Et du coup, ils doivent aussi s'adapter en conséquence. Ils peuvent pas rester bloqués dans un film très enfantin comme Sonic 2 éternellement. Et ils doivent évoluer vers un film plus mature. Et là, c'est le cas du coup avec ce film, parce qu'on voit le vieux commandant du gun qui se fait buter en se faisant écraser sous des cailloux. Ou aussi Maria, du coup, qui se fait tuer évidemment, même si sa mort est un peu différente de Sonic Adventure 2, parce que dans le jeu de base, elle se fait tirer dessus. Là où dans le film, elle se fait simplement, entre guillemets, exploser. Ça n'en rend pas moins sa mort tragique, parce que mine de rien, on voit quand même la tristesse de Shadow et Gérald après la mort de Maria. Et comme tu disais, les refs restent anecdotiques, mais ça offre quand même des beaux moments, notamment avec les refs musicales, parce qu'on a par exemple le thème de quand tu finis un niveau dans le jeu de base, le thème d'Eggman des jeux modernes. On a aussi son thème de Sonic Adventure 2 en sonnerie de téléphone. Aussi, à ce qui paraît, il y a Escape from the City, mais bon, ça je l'ai pas trop reconnu. Moi non plus. Est-ce qu'on parle maintenant du sujet qui fâche vis-à-vis de Live and Learn, ou on attend encore un peu pour développer ce qui se passe avant quand même? Non, moi je pense qu'il faut crever l'abcès, faut aller directement à l'essentiel. Ouais, mais est-ce que t'as pas envie de parler de la scène liée et tout, et que là, avant, on parle quand même de ce qui se passe avant dans le film? Bon, on peut en reparler après, oui, c'est juste qu'on retrouve dommage que... Ah, toi aussi t'es dessus? Autant mettre... le moment a pas duré assez longtemps pour que la musique soit bien... Ouais. Enfin, On va développer un peu plus oui, après, là on va après. continuer de façon chronologique. Exactement. Donc il y a tout le passage à Shibuya avec le premier combat contre Shadow et la Team Sonic, et ça j'ai trouvé vraiment l'animation belle. Ah oui, l'entrée est fracassante, c'est époustouflant. On voit la puissance de Shadow oui. qui arrive vraiment à se téléporter, il surpasse tout le monde. Knuckles, qui est un adversaire redoutable dans le film 2, se fait littéralement battre en un coup presque. Ouais. Donc c'est assez impressionnant, ça montre vraiment qu'il est d'un tout autre level, excusez-moi. Et tout simplement, ça renforce l'image du personnage dangereux, de la menace ultime, qui est Shadow justement dans ce film. Oui, et après surtout qu'on enchaîne sur un combat assez stylé avec la course-poursuite à moto et le flingue de Shadow. Évidemment, ça j'en avais parlé dans ma review du trailer là. Où justement je parlais du fait que donner un gun à Shadow ça avait été assez osé, parce que c'était quelque chose de controversé, mais en même temps à la fois ça fait partie de son iconographie de le voir avec des armes à feu. Après on est aux États-Unis, donc faut savoir qu'avoir un gun à 8 ans c'est pas non plus une chose rare hein, donc, encore plus quand tu sais que le réalisateur du film il a bossé sur Shadow the Hedgehog, le jeu. Ah oui, donc c'est vraiment le premier truc sur lequel ceci explique cela. Oui voilà, c'est ça.
Le combat avec la moto, alors l'animation était époustouflante, on voit bien que les animateurs ils s'en sont donnés à cœur joie. Bien aimé quand même le passage sur la Tokyo Skytree quand même. Ah oui, ça c'est vachement stylé avec Shadow qui fait le Akira Slide à la verticale et tout là. C'était quand même un beau moment qui nous avait tease. On a vu que Shadow à ce moment-là était vachement plus fort que Sonic. Oui. Sonic il est pas invincible, il a des défauts d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Ouais. C'est pas un héros infaillible, il va commencer à douter, il va prendre pas forcément les bonnes décisions. Ouais, puis il est quand même aussi vachement empathique avec Shadow parce que après quand le vieux commandant du gun raconte justement l'histoire de Shadow à Sonic, on voit déjà que ils font un gros parallèle entre Shadow et Sonic. Et ça je trouve ça vachement intéressant de montrer qu'en fait Shadow est ce que Sonic aurait pu devenir si jamais il avait fait d'autres choix. Et je trouve ça vraiment intéressant comme parallèle de montrer que Sonic, comme tu dis, n'est pas infaillible et contrairement au jeu où vraiment c'est un peu un flat character arc. Sonic est vraiment le gentil, un peu comme Mario quoi, c'est un peu des Superman de leur univers. Oui, à première vue ça paraît très manichéen, mais si on s'intéresse vraiment au film, on voit quand même qu'il y a des idées un peu nuancées qui se dégagent et que le bien que représente Sonic n'est pas forcément aussi droit dans ses bottes, si je puis me permettre, que ça. Bah puis pas que du côté des protagonistes, parce que aussi du côté des antagonistes, il y a un peu plus de profondeur, parce qu'en soi, Eggman, il parle beaucoup du fait que s'il est méchant, c'est en partie parce que personne l'aime et tout. Il a été abandonné, dès sa naissance, personne ne voulait de lui, un peu à la façon d'un Richard III, quoi. Moi, je sors des références théâtrales. Voilà, quoi, je trouve ça intéressant aussi de montrer que Eggman n'est pas méchant juste pour être méchant et qu'il y a une vraie raison à sa méchanceté. Et ça rend la scène de fin, justement, je trouve encore meilleure. Mais on en parlera quand on y sera. Donc, après ça, Sonic, Tails et Knuckles décide donc d'aller devoir rendre visite à Eggman après avoir été amené à lui avec l'agent Rock pour justement faire alliance afin d'arrêter Shadow. Parce qu'en effet, un mystérieux personnage a hacké les robots d'Eggman, les retournant donc contre Sonic ainsi que son créateur. Je pense qu'il y a une inspiration de Sonic Boom à ce moment-là, parce que je me souviens d'un épisode où Eggman était déprimé et Sonic et sa team étaient allés voir Eggman justement pour lui demander de reprendre son rôle de méchant, et ça m'a fait penser à cette scène dans un des épisodes de Sonic Boom. Je sais pas trop s'il y a un parallèle ou je sais pas s'ils ont repris ça, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et donc on voit très bien l'after, il a été traumatisé par Sonic à 2 reprises. Et donc justement Eggman va reprendre du poil de la bête en apprenant que ses petits bébés, comme il aime les appeler, se sont fait hacker. Donc on voit très bien sa mécanophilie excessive. Donc à ce moment-là il va tout reprendre, il va reprendre sa vie et il va localiser. Il va réussir à localiser la source de ce hack. Oui, la position de la personne qui a hacké ces robots se trouve à la base souterraine du gun. Et nos héros décident d'y aller, sachant que Shadow y est aussi. Nos héros l'explorent chacun de leur côté. Donc Knuckles d'un côté. D'ailleurs, il y a une petite référence marrante de Knuckles qui a peur des fantômes. Et ça fait référence donc à Pumpkin Hill de Sonic Adventure 2. Une zone hantée dans laquelle Knuckles... qui abrite des niveaux de Knuckles. Après ça, on a du coup Tails et Agent Rock qui vont de leur côté. Et je trouve ça intéressant aussi de développer l'Agent Rock qui, à la base, c'était un peu une relation gag, surtout dans le second film où limite il avait un peu amoureux d'Eggman et tout. Et je trouve ça intéressant de développer le fait que Agent Rock tient beaucoup à Eggman, mais à l'inverse, pour l'instant en tout cas, on a l'impression que Eggman ne tient pas du tout à Agent Rock. Et plus tard, ça s'avérera justement... ça s'avérera un peu faux. Et enfin, on a donc Robotnik et Sonic qui vont de leur côté eux aussi. Et c'est vachement intéressant parce que ça permet un peu de développer la relation entre les personnages, notamment avec Eggman qui confie certains de ses traumas à Sonic. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Comme tu le dis, ça fait un peu aussi penser à Sonic Boom, où dans la série, ils ont un peu une relation, parfois dans certains épisodes, un peu plus amicale, je trouve. Non, je suis d'accord. Et puis... Ça montre que les deux, ils sont pas... Leur relation elle est très spécifique en tout cas. Ouais, c'est un peu comme leur relation des jeux, justement, où on sait que Eggman, en tout cas depuis Frontiers, on sait que Eggman accorde du respect à Sonic. Même s'il le hait de toutes ses forces, il le respecte parce qu'il sait que c'est un adversaire valeureux. Et je pense que c'est un peu essayé de se retranscrire là. Je pense que le scénariste des jeux, donc Ian Flynn,
a dû se concerter, je pense, avec Jeff Fowler pour l'écriture des personnages. En tout cas, pour s'inspirer et suivre un peu la même direction. Donc après l'exploration de la base du gun, les personnages se font kidnapper tous par Shadow, qui était présent aussi sur la scène, sur les lieux. Et j'ai bien aimé le fait qu'il donne un peu un côté de film d'horreur à Shadow, sur le fait qu'il apparaisse derrière les personnages et tout, qu'il leur fasse un peu des espèces de screamers. Ça j'ai bien aimé, c'était marrant et ça faisait encore une façon de mettre en valeur Shadow. Oui, ça je suis totalement d'accord, ça montre à quel point le perso c'est encore une fois une menace. Shadow il est pas tourné en ridicule et ça j'apprécie beaucoup parce qu'ils auraient très bien pu le faire tourner en ridicule comme avec beaucoup de persos. Les films pour enfants, par exemple dans FNAF, rien à voir mais c'est un film dédié aux enfants, même si de base la licence elle est plus axée aux adolescents voire adultes. Dans FNAF ils ont rendu les animatronics très, on va dire, goofy. Enfantin, ouais. Enfantin, exactement. Et c'était dommage parce que de base, c'est vraiment les menaces numéro 1. Et là, on sentait rien, aucune pression. Alors que dans le film Sonic, quand on voyait Shadow, là, c'est sûr qu'on était dans le pétrin. Après ça, du coup, on découvre le personnage de Gérald de Robotnik, qui était un grand mystère pour moi. Parce que déjà le simple fait qu'il était vivant, on était tous choqués parce que normalement, Gérald est mort dans les jeux. Et là on le voit justement on le voit encore vivant et j'ai trouvé ça assez étonnant qu'ils prennent le parti de faire en sorte qu'il ait 110 ans parce que je trouve ça, je sais pas comment dire, je trouve ça un peu étonnant qu'à 110 ans le mec arrive encore à bien bouger et tout alors que c'est censé être un giga vieux et tout, et je pense qu'ils auraient dû peut-être prendre le parti de le faire jeune dans les flashbacks de Maria et Shadow pour ensuite justifier le fait qu'il soit vieux, parce qu'à la limite il aurait eu quoi, peut-être 80 ans, mais ça aurait été moins choquant je pense de voir un mec de 80 ans à grosse bedaine faire des pirouettes et tout plutôt qu'un mec de 110 ans le faire. Par contre j'ai pas trop aimé la blague, j'ai aimé qu'à moitié la blague qui brise le 4ème mur là quand Eggman et son grand-père se comparent et qui sont en mode oh là là, on est deux personnages différents joués par le même acteur. Je me suis dit ah ouais d'accord. C'est très forcé. Je pense pas qu'on avait besoin d'avoir cette scène. Après, vas-y, c'est Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, quoi, parce que c'est sûrement son dernier film, donc je comprends aussi qu'il a envie de profiter et de faire des vannes jusqu'à la fin, quoi. Du coup, après ça, on voit... j'accélère un peu parce que c'est un peu la partie un peu molle du film. Ah ouais. Du coup, Eggman et Gérald s'allient, donc, parce que Gérald indique à Eggman où se trouve l'Eclipse Cannon, donc arme de Sonic Adventure 2, et qui se trouve à Londres, et du coup les deux décident de s'allier, Eggman pensant que ça leur permettra de gouverner le monde. Pendant ce temps, Shadow essaye de tuer Sonic, Tails et Knuckles avec une espèce de bombe à trou noir, mais ces derniers arrivent à s'en sortir et utilisent un ring pour se téléporter et demandent à Tom et Maddie de l'aide en allant à Londres pour infiltrer la base du gun. Pourquoi ? Parce que l'Eclipse Cannon a besoin de 2 clés pour être activée. La première étant possédée par le vieux commandant qui est mort et l'a donnée à Sonic, mais les protagonistes se la sont fait voler par justement Shadow. Et la deuxième se trouve au QG du gun qui se trouve à Londres. Donc nos héros décident d'aller à Londres afin de récupérer la deuxième clé, ou en tout cas d'empêcher les deux vilains de la récupérer. Et là s'ensuit une séquence un peu longue où les deux humains, les deux parents de Sonic finalement, vont essayer de s'infiltrer dans la base du gun. Ça s'entend tellement que ça t'a fait chier. Bah, je vais être honnête, cette partie-là elle était un peu trop longue. Et limite, j'étais un peu triste de me dire que ça a empiété sur le final du film qui aurait pu être un peu plus long. Surtout au niveau du combat entre Sonic et Shadow, le dernier round, si je puis me permettre. Pardon. Après oui, mais au moins on peut dire qu'on est heureux parce qu'au moins ces scènes servent un peu plus à l'histoire comparé aux scènes du second film, la scène du mariage qui servait un peu à rien quand même. Là au moins ça fait un peu avancer l'histoire, c'est un peu mieux, c'est de l'infiltration et tout, c'est un peu plus stylé quand même, c'est un peu plus divertissant je pense. Non, je suis pas d'accord parce que dans ces scènes d'infiltration comme tu dis, il y avait des scènes humoristiques vraiment longues. Je pense d'ailleurs à la danse des lasers, dans la salle des lasers. Robotnik et son grand-père vont franchir une espèce de salle remplie de lasers.
mais vu qu'ils ont des combinaisons spécifiques, ils vont pouvoir la traverser sans souci. Sauf qu'ils vont se permettre justement de se taper une grosse danse qui dure 3 minutes, Oui. danse inutile, qui en plus compromettent leur plan, donc je vois vraiment pas le but à ça. Après c'est vrai que c'est des personnages humoristiques, mais ils sont censés être un peu HPI, donc franchement ils devraient au moins prévoir le fait que s'ils font ça, ils vont prendre du retard et En fait, c'est un mouvement inutile. En fait, j'ai pas compris par rapport aux personnages pourquoi ils ont fait ça alors que. en gros, le but de la scène, c'était un peu de développer la relation entre les deux persos, mais je trouve que. Enfin, en tout cas, je trouve que la forme est mal faite. Parce que tu vois, il y a une première scène dans le vaisseau d'Eggman et. Tu sais, où ils font les cons là, avec leur casque de réalité VR, où ils s'amusent. Oui. Ça, à la limite, tu vois, tu comprends que ça développe leur relation. T'as pas besoin de plus. Ouais, voilà, c'est ça, la danse. C'est des petites scènes comme ça qui montrent, qui font comprendre aux spectateurs que voilà, ils vont passer du temps Ils ensemble. rattrapent le temps perdu. Exactement. On n'a pas besoin de se prendre une danse de 3 minutes. Non. Les 3 minutes auraient pu servir, par exemple, au combat Sonic contre Shadow, ou encore à. Je sais pas, juste à participer au final. Oui, après, il y avait aussi le fait quand même que j'ai trouvé de l'attente un peu longue. Enfin, je me sentais un peu comme Sonic là, tu vois, quand il attend sur la grande roue de Londres. Oui. Je me sentais exactement. un peu comme lui, je me dis, bon, c'est quand que ça y va là On a besoin que ça explose. On n'avait qu'une seule hâte, c'est de se retrouver dans l'espace à exploser des astéroïdes. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Cette scène, elle était trop longue. Après, il y avait des choses mal amenées, mais il y avait des choses quand même pas mal. On voit les différents clans. On voit le clan du Gun, le Gun qui est pas forcément non plus tout blanc. Ouais. On voit Eggman et son grand-père. Shadow aussi veut les clés pour sa propre raison. On voit différents clans qui se mettent en place, même si Shadow est avec Eggman et etc. C'est pas forcément pour eux qu'ils le font, c'est surtout pour lui, pour Maria. Et donc voilà, c'est un peu original de voir différentes factions se battre entre elles. Puis surtout que du coup ils nous ont quand même fait le coup du Gun qui est contre Sonic comme dans Sonic Adventure 2, et la raison est quand même bien amenée parce que dans le jeu de base c'est qu'ils confondent Sonic et Shadow. Ah oui, c'est débile. C'est complètement con quoi. En effet. Mais là c'est mieux amené parce que c'est juste qu'ils pensent que Sonic, Tails et Knuckles ont buté le vieux. Et du coup ça amène quand même une scène assez cool, la scène là avec qui change de gravité à la Mario Galaxy. Ah oui. Où on voit quand même les trois clans se battre Oui. entre eux. Ça j'ai bien aimé, je trouvais que ça a donné un truc assez intéressant. Surtout quand derrière on enchaîne sur la mort entre guillemets de Tom. Franchement je vais pas vous cacher que moi personnellement j'y ai cru. Je me suis dit il y a un monde où il meurt vraiment parce que ils mettent un peu la pression et tout, on le voit partir à l'ambulance. Là je pense que c'est une scène, je trouve que c'est une bonne scène et qui peut faire, qui peut vraiment provoquer l'émotion chez les enfants, tu vois. Parce que nous encore, bon, on sait que c'est un film pour enfants et tout, on sait qu'il quand même il a beaucoup de chances de survivre. Mais pour un enfant, il peut se dire, waouh, ça se trouve le papa de Sonic il va mourir. Et puis on voit d'ailleurs Shadow qui se remémore ses souvenirs avec Maria. Et il y a un parallèle entre justement Maria qui est en train de décéder avec Shadow à côté et Sonic qui accourt vers Tom pour courir à son secours. Ouais. Et donc à ce moment-là, on voit que Shadow a quand même un peu d'empathie, il se reconnaît dans Sonic à ce moment-là. Et je pense qu'il est en train de se dire que il fait exactement ce que les autres ont fait à Maria, il fait du mal. Et je pense qu'il y a une petite remise en question vite fait, même si juste après il continue d'aider. Exactement. Puis après ça, du coup, on enchaîne sur l'activation de l'Eclipse Cannon, donc, où on le voit s'envoler depuis la Tamise. Et ça donne un peu. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un côté horrifique, entre guillemets, parce que. Ils ont, je trouve que les figurants et tout qui devaient jouer les réactions en voyant l'Eclipse Cannon s'envoler dans le ciel, ça rendait vraiment le truc plus impressionnant où tu voyais, tu sentais la pression et tout, encore plus du coup avec le thème d'Eggman qui se joue en fond et où tu sens vraiment que là, t'as l'impression que les persos ont gagné quoi, parce que ils s'envolent dans l'espace, donc il va y avoir quasiment aucun moyen pour les héros d'aller les rattraper quoi. Surtout qu'on enchaîne sur une scène de désespoir entre guillemets. Où on voit Sonic être désespéré par la mort de Tom. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant d'apporter du relief à Sonic. Parce qu'on l'a jamais vraiment vu faire dans les jeux, dans les comics, je sais pas, mais j'ai des doutes. Où on le voit vraiment devenir méchant, entre guillemets. Où il devient un peu comme Shadow. Il est plus obsédé, il est obsédé uniquement par la vengeance.
La seule chose qui l'intéresse c'est d'aller venger Tom en allant buter Shadow, Gerald et Eggman. Et il cherche donc à obtenir la Master Emerald. Et je trouve ça intéressant de montrer justement une espèce de rupture dans ce groupe. Parce que jusqu'à maintenant on disait que c'était un groupe inséparable et tout. Mais on voit quand même qu'ils ont encore besoin de se souder entre eux. Parce que la colère de Sonic est plus forte que ça. Notamment sur le fait donc que justement il cherche à obtenir la Master Emerald, un pouvoir divin pour obtenir une simple vengeance. Et on sait pas de quoi il est capable. Parce que s'il commence juste en se vengeant sur Eggman, Gerald et Shadow, peut-être qu'après il pourrait partir en couille et justement chercher à détruire d'autres trucs simplement pour se venger. Surtout quand on sait que dans le film 2, on a vu que la Master Emerald pouvait facilement contrôler les personnages et les laisser s'aller à des pulsions destructrices. Oui, donc moi aussi, personnellement, j'ai bien aimé quand Sonic a commencé à être en colère, quand il y a eu des fissures au niveau du groupe. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis le plus grand hater de Sonic. Pour personnage, on précise. Oui, du personnage, la licence, j'ai rien contre elle. Personnellement, j'y ai presque jamais joué, donc voilà. Mais le personnage de Sonic, je trouve insupportable. Parce que justement, il a cette manière d'être arrogant avec ses adversaires et de toujours s'en sortir en plus de ça. Donc vraiment, il a tout pour lui. Et justement, le voir en difficulté, voir qu'il s'énerve, qu'il est affecté par la situation, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, tiens, il est pas aussi vide et plat que ce que je pensais. Et du coup, après, on enchaîne sur Sonic qui va récupérer la Master Emerald à Wade. Bon, il se sentait obligé de le faire en caméo pour ce film. Bon, c'est un peu comme Rendal et Rachel du film 2, quand Tom et Maddie se déguisent en eux grâce aux hologrammes de Tails. Bon, voilà, fallait qu'ils fassent un petit caméo. Heureusement, ça n'empiète pas sur le film parce que c'est vraiment 2 secondes. Et du coup, oui, les persos récupèrent, Sonic récupère la Master Emerald donc, et se transforme en Super Sonic et s'envole à travers, dans l'espace à l'Eclipse Cannon pour aller attraper Shadow et se battre avec lui avant de le ramener sur Terre et continuer le combat jusqu'à ce que les deux, Sonic perde sa super forme et les deux personnages arrivent donc à faire un truc qui a été très surprenant, même si on l'avait théorisé pendant les trailers, notamment j'en avais parlé dans mon short, et on arrive donc à la bonne surprise du film selon moi, le combat Super Sonic contre Super Shadow. C'était vraiment un bon combat, notamment le fait qu'ils se battent vraiment à travers toute la Terre en quelques secondes notamment. J'ai bien aimé parce que ça donnait vraiment un peu un côté... on voit vraiment à quel point ils sont surpuissants dans cette forme. On rappelle un peu aussi la relation Goku-Vegeta qui s'affrontent pour la première fois. On voit vraiment la puissance destructrice des deux espèces d'hérissons. Je pense que c'est des hérissons, on est d'accord. Shadow c'est un hérisson. Bah oui. C'est pas un porc-épic. Non, c'est un hérisson, on est d'accord. Shadow et Sonic, le combat visuellement est époustouflant, la musique elle est entraînante, les coups, on ressent l'impact jusque dans le son, jusque dans les bruitages qui fait vibrer le sol du cinéma, ouais. Et ça c'était une expérience formidable. Et justement, mon plus grand regret c'est que ça n'avait pas duré assez longtemps. Ouais, c'était un peu court. Parce que en fait le problème de ce combat c'est que à la finalité de celui-ci, quand ils se retrouvent sur la Lune, oui parce qu'ils vont aller sur la Lune. Oui, ils se retrouvent sur la Lune. Voilà. Ça c'est une belle symbolique de Sonic Adventure 2 aussi. Shadow va tout d'un coup se remettre en question et j'ai trouvé ce passage très vite expédié parce que faut le rappeler qu'il a été enfermé pendant une 50aine d'années et que il était prêt à faire exploser toute la Terre juste pour son ami. Et là, à cause de quelques mots lui ont suffi à changer complètement. Alors que pendant 50 ans, il avait la haine. Et ça, je me suis dit que ça pourrait être moins brut, moins direct, si le combat avait duré plus longtemps et que Sonic, en même temps de se combattre, avait essayé de raisonner à plusieurs reprises Shadow, et que par exemple Shadow aurait pu s'énerver en réponse à ça parce que il se rendrait compte que Sonic a pas forcément tort. On aurait pu avoir ce genre de scène en plein combat, mais ils ont préféré mettre une 15aine de minutes dans des scènes comiques qui font rire que les enfants plutôt puis, que... aussi quand même le combat pas très intéressant entre Eggman et son grand-père, quand Eggman se rend compte que tout simplement Gerald devait faire une attaque kamikaze, qui m'a un peu choqué parce que
Je me disais, bon, à la limite, il va détruire la Terre, ça passe, mais je pensais pas qu'il allait aussi se suicider en même temps. Et ouais, voilà, ils ont préféré faire ça. J'ai pas trouvé le truc très intéressant, même s'ils ont essayé de le rendre un peu dynamique en faisant en sorte que Eggman et son grand-père utilisent des parties de corps mécaniques, comme par exemple Eggman devient une menthe religieuse. Ça, c'est ridicule. Et Gérald un scorpion, bon, c'était un peu osef. Bah, c'est dommage, le combat aurait pu être mieux, se servir de, je sais pas, de rayons laser, des robots, ils s'affrontent entre robots. Là, j'ai trouvé vraiment le combat ridicule, c'est pas digne d'un final d'une trilogie au niveau de ce combat-là. Et moi, je trouve ça dommage de faire un personnage aussi triste, aussi torturé que le grand-père de Eggman. Tout ça pour au final le tourner en ridicule alors que vraiment son seul but c'est de se faire exploser. Bah, sachant ça vraiment c'est parodier quelqu'un qui est désespéré au point de se suicider. Je trouve ça pas très bien, pas très drôle, mais un peu ça gâche un peu le truc. Après pour les enfants je trouve ça normal, mais après pour quelqu'un qui est déjà un peu plus mature dans sa tête, je trouve ça dommage. Bah, puis surtout que peut-être aussi ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas assez, enfin on le voit quasiment pas Gérald dans les flashbacks. On voit surtout Maria et on voit pas assez Gérald, je trouve. Et c'est peut-être un peu dommage parce que je me dis bon, ça aurait été sympa de le montrer un peu pour le développer aussi, pour développer sa relation, parce que clairement Maria et Shadow ont une relation fraternelle. Donc ça aurait été intéressant de montrer Gérald avec une relation un peu paternelle. Bah oui, on se serait beaucoup plus attaché au personnage de Gérald, il s'appelle, de Gérald. Si on nous montrait des flashbacks de lui qui est gentil, qui partage des bons moments et tout. Parce que là, on a juste vu un micro-flashback où il pleure quand Maria meurt. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il pleure vraiment ? Ou est-ce que juste il fait semblant de pleurer pour ensuite manipuler Shadow ? En fait, je savais pas. Je me suis dit, ce mec, ça se trouve, c'est un hypocrite et en fait, il pleure pas vraiment. Parce qu'en fait, on n'a rien vu de lui et de Maria. Du coup, on peut pas savoir si ils avaient vraiment une vraie relation ou pas du tout. D'autant plus que on voit, Gérald explique à Eggman justement qu'il veut détruire le monde parce qu'il est désespéré à cause de la mort de sa petite fille. Eggman essaye de le rassurer en lui disant que il a aussi son petit-fils. Et Gérald lui dit que Eggman n'arrivera jamais à atteindre, à égaler Maria dans son cœur. Et du coup, ouais, ça rend un peu bizarre parce que elle avait pas l'air si attachée que ça à Maria, vu que de toute façon, on n'a pas pu voir leur relation. Du coup, ça donne un peu l'impression que. Enfin, je sais pas, ça sonne bizarre que Gérald semble si attaché que ça à sa petite fille, alors qu'on les voit pas trop ensemble. Mais après ça, on a quand même un moment. Voilà, j'ai sauté sur mon siège comme un neuneu. J'ai la fameuse scène, oui. Quand Sonic et Shadow donc sont sur la Lune et décident de faire alliance pour encore sauver la Terre, et se transforment donc en Super Shadow et Super Sonic. Bon, avec évidemment Live and Learn en fond. J'étais le plus heureux du monde à ce moment-là, je pense, dans la salle. D'ailleurs, quand ils se transforment, ils font la pause de quand ils butent le boss final de Sonic Adventure 2. Donc c'est assez stylé. Une belle référence. D'autant plus que là, ils ont fait l'effort de remixer Live and Learn. En plus, on l'entend dans les trailers, et le réalisateur nous avait teasé comme quoi elle serait dans le film et tout. Mais je trouve ça un peu dommage que ce soit juste 50 secondes. Une première fois quand on les voit foncer vers l'arc. Commencer à détruire quelques robots du gun, d'ailleurs les robots qui ont leur même design que dans les jeux, et les réentendre la musique une seconde fois pendant la seconde phase du combat. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré mettre la musique en entier plutôt que d'avoir quelques extraits qui en plus recommencent à chaque fois. T'as un peu l'impression que la musique est mise en boucle. Oui, c'est exactement ce que je pense. J'aurais préféré une scène finale qui dure 3 minutes 30 où on entend vraiment la musique full. Avec une séquence d'animation où ils explosent les robots, puis directement, il n'y a pas de coupure. Vraiment, on enchaîne. Et alors qu'à la base, c'est entrecoupé avec le combat. C'est entrecoupé, ça casse un peu le rythme. Ouais. Et puis, c'est dommage pour les fans de Sonic parce qu'ils avaient l'air d'apprécier. Oui, c'est globalement l'une des seules plaintes que j'ai pu voir en cherchant un peu sur internet hier. Bon, il y a quand même des gens satisfaits. Moi, je suis satisfait aussi parce que là, en termes de musique venant des jeux originaux, on a été servi. Et c'est un peu dommage d'avoir un peu gâché notre plaisir comme ça. Mais en plus, ça donne un peu l'impression que du coup, ça meuble les combats entre Gérald et Eggman. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'ils savaient pas trop quoi faire pour le combat, la partie Super Sonic et Super Shadow. Du coup, ils se sont dit, on va meubler avec
avec Eggman et son grand-père qui se fout sur la gueule. Et en plus ils ont mal meublé vu que du coup le combat est tourné vite au ridicule. Oui. Et donc c'est dommage parce que ça aurait pu faire une scène incroyable, vraiment une scène épique qui aurait tourné sur tous les réseaux. Et là, la scène est bien quand même. C'est juste qu'on aurait pu mieux faire, surtout pour le final d'une trilogie, d'une licence à succès. Donc, encore plus venant de Sonic Adventure 2 qui est un peu le chouchou des fans. Surtout que moi j'avais pensé à un truc où en gros, après peut-être qu'ils n'avaient pas le budget non plus pour l'animer parce que le film, enfin je m'y connais pas trop en budget, mais le budget du film, de ce que j'ai vu, il est de 122 millions. Donc oui, c'est pas mal, mais je sais que c'est moins que certains blockbusters. Et je pense que du coup, ils avaient pas forcément le budget pour faire l'idée que j'avais. Ça serait que en gros, l'Eclipse Canon se transforme en mecha pour faire un vrai combat plutôt que de juste faire Sonic et Shadow qui tabassent juste un truc qui bouge pas trop. Je pense qu'ils auraient pu. Parce qu'ils ont déjà fait un gros mecha dans Sonic 2. Et puis je pense plus que c'est une question de timing plutôt qu'une question de budget, puisque forcément il faut sortir le film dans les temps, il faut faire des concessions, etc. Puis chose de volonté aussi, parce que vu que Jim Carrey c'est son dernier film, faut le mettre en avant aussi, tu vois, faut le rentabiliser. Oui, voilà, j'imagine. Et créer un gros robot de 800 mètres, je pense que ça prend quand même du temps. Puis dans l'espace, devoir animer les hérissons et tout en super forme, je pense qu'ils n'avaient pas forcément le temps non plus. D'ailleurs, aussi peut-être un truc que j'ai trouvé à moitié dommage, je sais pas trop quoi en penser, c'est la mort de Gérald donc, où il commence par battre Eggman et l'envoie dans l'espace, mais heureusement il se fait sauver par Tails et Knuckles. Puis Eggman tue son grand-père en lui mettant un poil de Super Sonic dans le cul. Ah ouais. Je pensais pas dire ça un jour. Il se fait sodomiser et c'est comme ça il meurt. Voilà, en fait, ridicule, comme le personnage de A à Z, il était ridicule, il avait du potentiel, il pouvait être vraiment un personnage de fou, un personnage où on aurait de la peine pour lui, et non, malheureusement il se fait battre par une plume dans le cul quoi. En fait, à la limite, la façon dont il meurt, le fait qu'il se fasse vaporiser en étant envoyé contre l'énergie de Shadow, ça à la limite, tu vois, je trouve ça bien qu'il ait une mort brutale, et tu sais, c'est mérité entre guillemets, tu vois, Oui, ça rappelle l'antagoniste dans Assassination Classroom, évidemment. Quand vers la fin ils activent le bouclier terrestre et la lance céleste, et que du coup ils s'injectent des tentacules et le bouclier terrestre empêche les tentacules de fonctionner, et du coup il se fait renvoyer dans son propre champ. Donc en fait il cause lui-même sa perte, entre guillemets. Voilà. Donc ça me fait un peu penser à ça, aussi la lance céleste d'Assassination Classroom, donc c'est une arme de destruction massive, un peu comme l'Eclipse, et qui a pour but de faire la même chose, parce que là c'est pour éliminer Koro Sensei, bref. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça m'a rappelé ça, voilà, j'ai trouvé ça marrant de le dire. Mais pour les connaisseurs. Puis comme je disais, la mort brutale, comment dire, ça fait... c'est un méchant quoi, j'avais pas forcément envie de voir une mort larmoyante, sauf si justement ils avaient pris le pied de vouloir faire un personnage tragique et tout, mais ça n'a pas été le cas. Et ça c'est dommage, parce qu'ils auraient pu faire une belle scène où il se sacrifie à la place de son petit-fils. Il se rend compte qu'au final, faut mieux aimer les gens qui sont encore présents que de vivre dans le passé et s'accrocher à des personnes qui sont mortes. Et donc je pense que ça aurait été vachement meilleur qu'il se sacrifie à la fin, qu'il se rende compte. Mais après c'est un film destiné aux enfants, donc ils sont pas forcément sensibles à ce genre de narration. Ils sont encore petits. Ils sont encore petits. De toute façon, dans le jeu de base, c'est Gérald le grand méchant parce qu'il a modifié la mémoire de Shadow pour qu'il pense que Maria lui a dit de détruire l'humanité quoi. Donc, puis voilà, dans l'univers où ils sont, va pas y avoir des trucs aussi tragiques. Oui, voilà. Surtout quand c'est destiné au grand public, on n'est pas dans un Xenoblade ou un Persona ou ce genre de truc, on n'est pas dans un... Mais après ça, du coup, on montre dans le final de l'acte final, où du coup l'arc n'est plus alimenté en énergie et va donc s'écraser. Et du coup, Super Sonic et Super Shadow doivent l'en empêcher, parce que dans tous les cas, ça détruit... Enfin, non, c'est pas ça. C'est que le laser va tirer, et Super Sonic et Super Shadow doivent arrêter le laser. Et du coup, ils décident de le dévier vers la lune. Ça, c'est aussi une ref à Sonic Adventure 2, parce que dans le jeu, pour montrer la puissance de l'Eclipse Canon, Eggman tire sur la lune. Et du coup, là, ils ont quand même décidé de le garder, même si c'est changé. Je trouve que la ref reste assez stylée. D'autant plus que on continue dans la ref avec le fait quand même que l'arc va s'écraser sur Terre. Et les deux hérissons l'en empêchent, notamment avec le sacrifice de Shadow qui retire ses limiteurs. Ça c'était assez cool parce que à ma connaissance, il les a retirés que dans Sonic 2006.
Donc c'était la deuxième fois qu'on le voyait faire. Et malgré ça, c'est cool aussi de montrer qu'il y arrive pas et qu'il a besoin de l'aide d'Eggman qui donc décide de se sacrifier. Et j'ai vraiment trouvé la scène de Eggman juste magnifique. Parce que pour moi, c'est une référence à la scène de Sonic Adventure 2 où Eggman justement fait une annonce où il menace de détruire la Terre. Sauf que là, à l'inverse, comme il dit, s'il peut pas être le maître du monde, autant être son sauveur. Et ça, j'ai trouvé vraiment sa scène émouvante où on le voit justement faire un peu une espèce de... pas de déclaration d'amour, mais une déclaration d'amitié à Agent Rock, qui au final, pendant toute la trilogie, n'aura été son seul ami, quoi, le seul qui le suivait, le seul qui le supportait. Et je sais pas, j'ai trouvé cette scène vraiment émouvante, de voir Eggman se sacrifier en tant que héros, pour, je l'espère, en tout cas, sa fin de carrière dans les films, parce que normalement, ça, c'est censé être le dernier film de Jim Carrey qui est à la retraite. Et de toute façon, il vieillit, donc on pourra pas le garder éternellement pour les films. Donc j'espère que cette fois, c'est une mort définitive d'Eggman et qu'on ne le reverra plus parce que la scène était trop belle en fait, je pense, pour le ramener à la vie après ça. Bah, ça casserait tout le délire de conclusion entre les relations des personnages s'il revenait à la vie. Parce que là, on est sur une fin de trilogie, donc qui dit fin de trilogie dit conclusion générale pour tout le monde. Oui. Et repartir à zéro exactement. Pour la prochaine. Et donc, ça serait bête de tout gâcher maintenant en faisant revenir Eggman encore une fois. Ouais. Ça serait incohérent au niveau de la narration parce que il se sacrifie pour le monde et aussi pour son ami du coup. Il le considère comme un ami, je pense. Oui. Et ça gâcherait vraiment cette scène s'il revenait. Franchement, j'espère qu'il revient pas, j'espère qu'il reviendra jamais, qu'il sera très bien là où il est. Et après, ça pose un peu de problème avec la scène post-générique, mais on en parlera après. Du coup, après ça, Shadow et Eggman meurent dans l'explosion. Et après ça, Sonic, Tails et Knuckles retournent sur Terre et c'est la conclusion du film qui recommence, qui se remet au début, parce qu'on avait justement l'anniversaire de Sonic au début du film, et la conclusion du film c'est la même chose, on revient à la situation initiale quoi. On suit un parcours un schéma classique de narration quoi, et les personnages reviennent à la situation de base, et c'est un peu comme ça dans tous les films Sonic à peu près. Et du coup là on revient à une vie plus tranquille. Oui, c'est une conclusion classique mais efficace. Mais efficace parce que franchement, t'as le vrai sentiment d'accomplissement quoi, t'as la sensation que les personnages ont accompli une étape de leur vie. Oui. Même si peut-être le seul problème aussi dans l'écriture des personnages c'était peut-être Tails, qui est encore un peu mis en arrière je trouve. Oui, parce que c'est l'acolyte de Sonic, il vit dans son ombre. Bah, c'est le il vit dans l'ombre des... Il est très Woodyfié on va dire. Oui, Tails c'est l'ami sympa que t'oublies dans 10 ans, parce que il est pas impactant quoi. Ce qui est dommage parce que dans Sonic Adventure 2 il fait plein de trucs, comme je te disais hier, il a construit une fausse Chaos Emerald et tout. Ah ouais. Et il fait vraiment des trucs et tout, et je trouve ça un peu dommage. Il a été remis en retrait parce qu'il a tout simplement pas eu son film à lui. Ouais, ou une série, hein, parce que Knuckles c'est clairement la star quand même du deuxième film. Hein, parce que là, ils vont forcément faire d'autres films. Oui. Et tout le monde va avoir un peu son rôle important dans les films. Je pense. Par exemple, là, vu qu'on a fini de parler du film, on va passer à la scène finale. Pas générique, tu veux dire? Oui, pas générique. On commence par la première ou la deuxième? La première justement. Ouais. Parce que là, on voit Sonic dans une forêt et il sent des espèces de présences. Et en fait, on apprend que t'as plein de Metal Sonic, donc un personnage assez populaire, qui attaque Sonic d'un coup. Donc là, s'ensuit une scène de combat assez bien animée. Même on pense que Sonic se fait tuer, hein. Parce que tu sais, il y a le plan sur il se fait atomiser, oui, c'est vraiment... tu t'y attends pas du tout. Ouais, tu t'y attends pas du tout, ça relance la hype. Et là, d'un coup, il y a une personne qui surgit nulle part en cape avec un marteau et on a vu un peu ses cheveux roses. Et donc il s'agit évidemment d'Ellie, un personnage populaire. Elle est stylée avec sa cape. Elle est super belle, elle est super bien faite. Elle est beaucoup... elle est bien faite quoi. Elle est bien faite, exactement. Je trouve qu'elle est même mieux faite que la première fois qu'on a vu Tails et Shadow en scène post-générique. Je trouve que Amy est même mieux faite dans son premier design, parce que je pense que son design il va changer, tu vois. Ah, j'espère pas qu'il change. Ça serait dommage. Ils vont l'améliorer, je pense, ils vont essayer de l'améliorer. Elle est déjà parfaite comme ça. C'est qu'une bêta faite à la va-vite. Elle est déjà mieux que celle dans Sonic Boom, qui est insupportable, j'ai envie de la frapper. Je tiens à dire que je suis un peu heureux d'avoir été un vecteur de hype pour cette scène, parce qu'au début, Metal Sonic a spawn,
personne dans la salle, on avait rien à branler. Je sais même pas qui c'est, je suis sûr. Oui, c'est ça. Et je me suis mis à gueuler Metal Sonic. Et là, il y a tout le monde qui s'est mis à être hype. Metal Sonic. Bah arrêtez de faire les acteurs, s'il vous plaît. Mais oui, vraiment, moi je connais. Mais j'étais le seul heureux. Et là, il y a tout le monde qui s'est mis à être hype. J'ai pas compris, mais bon, j'étais un peu fier. Non, mais en même temps. D'ailleurs, Metal Sonic a son design des jeux, vraiment, c'est le même à l'identique. Et Dieu merci, j'avais peur que si jamais Metal Sonic qu'il y a, c'est de faire un truc un peu réaliste. Oui, de le dénaturer finalement. Ouais, voilà, alors que là c'est vraiment le même design que dans les jeux et c'est trop cool. Surtout le fait qu'il y en ait plusieurs, je trouve ça vachement bien parce que. Enfin, ça va donner sûrement un côté un peu post-apo où il y a une invasion de robots et tout et pas juste un seul méchant tout seul quoi. Là, le fait qu'il y en ait plusieurs, ça peut être sympa. J'aurais préféré Silver, mais bon, Metal Sonic, écoutez, pourquoi pas. Donc, le retour d'Amy. Ouais, le retour, juste l'arrivée, parce que je mettais dans les films. Bah ouais, mais le retour quand même. Voilà. Et on va passer maintenant à la deuxième scène post-générique, qui est une petite scène d'environ 10 secondes, où on voit le limiteur de Shadow dans un grand cratère rempli de fumée. Et là, on voit son pied et on comprend donc qu'il a réussi à survivre. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, pourquoi pas. Bah écoute, ça aurait été mieux s'il était mort, mais s'il est vivant, c'est tout autant bien. Shadow il est cool quand même. Ouais, il est cool, forcément. Ah, puis ils l'ont fait dans les jeux, donc je trouvais ça un peu logique qu'ils le fassent aussi dans les films. Bah s'ils l'ont fait dans le jeu, d'accord. Enfin tu vois, il a survécu, il meurt dans Sonic Adventure 2, mais il revient dans les jeux suivants. Donc ça m'étonne pas qu'il le fasse aussi dans les films, tu vois. Surtout que c'est aussi un vecteur de hype, parce que Shadow c'est le personnage de ouf de Sonic. Je pense que tout le monde adore. C'est le plus populaire après Sonic, quoi. Donc, voilà, donc forcément, s'il y a Shadow dans le film, ça va marcher, c'est un truc marketing aussi. Oui, voilà, donc c'est aussi pour la pub qu'il. S'il était mort, ça aurait conclu son arc narratif. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il meure. Enfin, du coup, il est pas mort, mais je m'attendais pas à ce qu'il se sacrifie. Oui, parce que toi, du coup, t'as pas joué. Enfin, tu connais pas le scénario. Non, je connaissais pas du tout. J'ai joué à Sonic 4 sur iPad. Ouais, voilà, c'est pour vous dire. J'ai regardé Sonic Boom. J'ai regardé Sonic Boom. Bon, c'était marrant, ils ont fêté le nouvel an. C'était un très bon épisode. Voilà, c'est tout. C'est l'investissement du mec dans Sonic. J'ai vu Eggman y avait investi dans des robots abeilles. Je me suis dit, pourquoi pas? Je sais pas. Moi, je me souviens que des trucs comme ça. Oui. Par contre, Silver, ramener Silver, il est trop stylé. Je connais pas, il est trop stylé, il vient d'un jeu qui pue la merde, d'accord, mais il est trop stylé. Ramener Solaris, juste pour son thème, je connais même pas, mais ramener Solaris phase 2, OST, mettez-moi la version 10 minutes, 1 heure, pendant le film il y a que ça, il y a que Solaris contre Silver, limite Sonic qui dégage. Voilà, donc ça va peut-être baisser un peu en hype pour Sonic 4. Oui, parce qu'on passe quand même de Shadow à Metal Sonic, mais en même temps c'est normal, c'est le début d'une nouvelle trilogie, donc... Enfin tu sais, je trouve ça... Enfin j'espère que ça va redémarrer un peu sur un truc tranquille, tu vois. J'ai pas envie que ça reçoive un truc où le monde il est à moitié détruit et tout, tu vois. Ça serait bien qu'il change de monde, que Sonic retourne peut-être dans son monde, je sais pas, ou qu'ils vont dans une autre dimension, comme ça change un peu de la ville. Dans un décor un peu plus fantastique. Ça commence à se ressembler pas mal. Oui, ça devient un slice of life finalement. Donc, carrément. Oui, bah ça serait un peu ça en mode un peu Power Rangers où t'as une menace géante qui arrive, ils se fait tac, ils retournent à leur vie d'habitude. Oui, voilà, puis. Faudrait que ça change, donc peut-être découvrir un nouveau monde, un monde un peu dystopique ou peut-être qui voyage dans le temps. Ça peut être pas mal de voyager dans le temps. Surtout que, comme je te disais hier. Voir Silver. Là, le jeu il va sûrement être basé sur Sonic CD et Sonic Heroes. Et Sonic CD, la mécanique, c'est notamment le voyage dans le temps, comme je te disais, pour modifier le futur. Donc à tout moment, Metal Sonic vient du futur et ça pourrait être intéressant de les voir voyager dans le futur. Et ça pourrait relier justement avec Sonic 2006, où Silver vient aussi du futur. Et même, on l'a vu dans le monde des OST, il y a l'une des OST de la fin qui s'appelle Good Present. Et justement, les Good Present, c'est ce que tu peux obtenir... quand tu fais bien les niveaux dans Sonic CD, sachant qu'en plus, dans la saison 2 de Knuckles, il y a des leaks qui disent qu'on devrait avoir la team Chaotix, donc Vector, Espio et Charmy, qui devraient être inclus. Donc moi ça m'étonne un peu parce que les Chaotix, bon, ils sont assez osef quand même. Il y a que Vector qui est jouable dans les Mario et Luigi aux Jeux Olympiques. Mario et Luigi Mario et Sonic lourd, aux Jeux Olympiques. Ça, plus le fait quand même que ça reste des persos pas très intéressants parce que dans Sonic Forces ils sont là mais ils servent pas à grand chose. Ça m'étonnerait. Comme un peu tous les persos du jeu. Hein.
Oui. Si je puis me permettre. Oui, non mais vas-y toi. Voilà, Bah, je donc pense ça se présente bien pour le futur de Oui, de là, Sonic. là on s'approche. Enfin, déjà, ce film-là, on était vraiment plus proche de Sonic qu'un film pour enfants avec des bestioles en CGI. Et là, donc je pense que. Sachant que là, ils incluent 2 personnages, vraiment, je pense que ça va aller plus vite là et qu'on va vraiment avoir l'impression d'être dans Sonic. J'espère qu'Amy, elle va pas juste être la meuf insupportable et niaise. Donc, J'espère je qu'elle pense va que- avoir un vrai rôle. Bah, elle a l'air stylée, tu vois, dans le. Enfin. Qu'elle va être avoir une relation avec Sonic, je sais pas, une relation d'amitié plus ou Bah, une vraie relation, quoi. Peut-être pas juste qu'elle soit en crush sur Sonic dès le début, mais tu sais qu'il y a une vraie raison pour qu'elle soit amoureuse de Sonic. que ça soit bien fait, voilà. Bah, surtout que là, je pense qu'elle va avoir vraiment un vrai rôle parce que dans sa première apparition, elle s'était faite capturer par Metal Sonic. Et là, je doute que ce soit ça, elle va vraiment avoir un rôle actif dans le film, même si je pense qu'elle se fera capturer à la fin, voilà, en référence à Sonic CD. Bon, je pense qu'on a tout dit, on passe à la conclusion, non? Eh bah, passons à la conclusion alors. Donc, la conclusion, bah du coup, je te laisse conclure en premier parce que t'es l'invité. Conclusion, ce film était très réussi, peut-être le meilleur des 3, après j'ai pas vu le 1, mais le 1 il me paraît assez neutre, assez classique. Donc le 3, le rythme est beaucoup mieux, l'animation est exceptionnelle, les musiques, vraiment elles te font... elles te mettent dans l'ambiance en fait, tout simplement. Même les musiques qui viennent pas du jeu sont kiffantes, hein. Même les musiques originales, je les ai trouvées bien cool, et on a vraiment une bonne bande son. Le nouvel antagoniste, Shadow, est franchement réussi. On s'attache beaucoup à lui, on a de la peine quand on voit son flashback. Je l'ai bien respecté, je Oui. trouve aussi. Oui, son combat contre Sonic aurait pu être meilleur, mais il était exceptionnel. Il y a quand même certains défauts, la lenteur des péripéties à la moitié du film, les scènes d'humour un peu trop omniprésentes au niveau de Eggman et de son grand-père. Et justement le personnage de Gérald qui est, je trouve, assez gâché, mais bon, il remplit bien son rôle de personnage comique pour les enfants de 8 ans. Pourquoi pas, si ça les amuse. Mais tu sonnes tellement condescendant. Oui, je suis condescendant, ouais. Bref, et du coup, bah moi je suis du même avis, j'ai beaucoup aimé le film. C'est à mes yeux clairement le meilleur des 3 et peut-être mon film préféré en termes d'adaptation de jeux vidéo. Et oui, donc globalement une animation et une écriture qui est même, j'ai envie, enfin moi personnellement je la trouve même, enfin elle est pas juste meilleure, elle est vraiment bien meilleure par rapport aux 2 premiers films. Et moi personnellement j'ai vraiment très hâte de voir Sonic 3 du coup qui a été, Sonic 4 qui a été confirmé pour sortir en printemps 2027. Donc ça va être long d'attendre, mais mine de rien c'est que dans 2 ans. Donc ça va quand même arriver assez vite et j'ai très hâte de le voir. J'espère que cette review en duo vous aura plu. J'aimerais faire ça à l'avenir, continuer d'inviter d'autres amis, parce que Primo c'est pas mon ami, Bah évidemment. d'inviter d'autres amis à faire des reviews avec moi ou tout simplement d'autres trucs. Parce que je tiens à vous prévenir, Primo va être un personnage récurrent de la chaîne, il va réapparaître dans de prochains projets pour 2025. D'ailleurs cette vidéo est la dernière de l'année, je me prends trop pour un vrai youtubeur et tout. Il s'est rendu, hein. Mais passez quand même de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Primo, le mot de la fin. Allez vous faire foutre. J'espère que vous allez passer une bonne fête de fin d'année, que vous allez réussir tous vos projets. Abonnez-vous aussi à mon compte Primo Media sur YouTube. Je mettrai tous les liens dans la description. Je mettrai tout ça en description. Si vous aimez Inazuma Eleven, les animés en général, Beyblade et tout, venez sur mon compte TikTok. Je posterai des tops parce qu'il y a que ça qui marche. Et puis, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. C'était Primo et mon camarade Night4G, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Je vous dis au revoir, à la prochaine, bisous, bye. Bye tout le monde.